Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette nouvelle émission d'Ascension TV où donc on reçoit ce soir donc Liselotte Papos qui va dans le cadre d'une troisième émission nous parler donc des pranayama, des bandhas et de la pratique des. De la sadhana. On a répété avant de démarrer, mais c'est raté. Voilà. Et donc la pratique de la sadhana, voilà, dans le cadre donc de la pratique du Kundalini. Oh là là, qu'est-ce que j'ai du Kundalini Yoga, voilà. Donc bonsoir les filles. Bonsoir Didier. Bonsoir. Eh bien bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir. On va encore passer une excellente soirée, une lumineuse soirée avec Liselotte. Donc Liselotte, je te laisse la parole. Eh bien bonsoir Aline, bonsoir Didier. Bonsoir à tous. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir, voilà, pour vous présenter un petit peu plus en détail certaines spécificités liées au Kundalini Yoga. Bien que je pense qu'on les retrouve également dans d'autres yogas, mais étant enseignante de Kundalini Yoga, je ne vais parler que dans le cadre de cette pratique-là. Donc, on va aborder plus en détail les pranayamas, qui sont des techniques de respiration, les bandhas, qui sont des fermetures internes que l'on utilise pour drainer l'énergie dans le corps, et également la pratique de la sadhana, qui est une pratique du Kundalini Yoga très matinale puisqu'elle s'effectue en même temps que le lever du soleil. Voilà, donc pour commencer, on va donc parler des différentes techniques de respiration. On va dire qu'il y a différentes techniques qui permettent en fait d'accompagner les postures, mais également ces différents types de respiration peuvent être des outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien, que ce soit sur votre lieu de travail ou le soir avant de vous endormir ou même le matin au réveil, différents types de respiration qui peuvent induire des états émotionnels. Donc, avant de parler donc de ces respirations que l'on appelle donc pranayama, qu'est-ce que le prana? Le prana, c'est l'énergie vitale qui est contenue en fait dans l'atmosphère et notamment dans l'air que l'on respire. Donc cette énergie vitale, c'est comme une nourriture quelque part pour l'âme. Et plus on va respirer consciemment, plus on peut également induire ce que l'on va inspirer. Ça peut être de la vitalité si on se sent dans un état de fatigue. Ça peut être de la légèreté si on se sent plutôt plombé, fatigué. On peut vraiment consciemment, en étant présent dans son souffle, quelque part utiliser ce souffle comme une nourriture qui va venir alimenter notre énergie et quelque part qui va influencer notre état d'être. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en Kundalini Yoga, on parle souvent, voilà, d'énergie prana, qui est liée donc à l'énergie vitale, qui est plutôt liée au triangle supérieur. Donc, on avait abordé ce thème dans une précédente émission. Donc, au niveau des centres énergétiques, donc 7e, 6e, 5e, voilà, le 4e chakra étant pile poil au milieu entre le triangle supérieur et le triangle inférieur, qui lui est lié à l'énergie apana, qui est donc l'énergie d'élimination, qui est plutôt l'énergie que l'on libère sur l'expiration, et qui est reliée donc au triangle inférieur. Donc plutôt premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra. Et dans cette respiration, on a donc une influence sur l'énergie prana, énergie vitale, et énergie apana, énergie d'élimination. Et donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui est bien présent dans la pratique du Kundalini Yoga, où on essaie vraiment d'équilibrer ces deux énergies. Quelque part, sans apana, il n'y a pas de prana, et inversement. On travaille toujours sur l'équilibre. Et donc dans ce souffle, on va donc utiliser différentes techniques pour faire remonter l'énergie dans le corps, la faire circuler librement et surtout transmuter des émotions qui pourraient nous prendre de l'énergie
grâce au souffle, en faire quelque chose qui va plutôt nous impulser, nous mettre en action. Par exemple, on peut très bien, grâce à la respiration, transformer une colère ou un stress en l'espace, en plus c'est très rapide, je veux dire en l'espace d'1 minute de respiration, on peut, avec différentes techniques que l'on abordera, et ben passer dans un état qui va plutôt être bénéfique pour nous et on va transmuter cette colère en quelque chose de positif pour soi. Et également, on peut également, quand on est voilà, face à un stress, avec une autre technique de respiration, on peut aussi trouver les ressources à l'intérieur de soi pour s'apaiser, se calmer, ou même face à de l'anxiété, ce qui peut arriver par exemple le soir avant le coucher. On peut également, en prenant 3-4 minutes pour respirer, vraiment apaiser son mental et se préparer justement avant le coucher. Je donne ces exemples-là parce que c'est assez fréquent. Donc dans notre société, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent coupé de notre respiration puisque il y a une séparation entre le mental et le corps physique. Et donc on ne respire plus consciemment. Et au travers de la pratique du yoga, on réapprend à respirer en conscience, mais quelque part, c'est retrouver un état naturel. Voilà, quand on regarde un bébé, un nourrisson respirer, les nourrissons, ils respirent avec leur ventre. Voilà, on voit bien l'air qui descend vraiment dans le nombril, qui expire également par le ventre, et il n'a pas une respiration inversée. Ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, on grandit, on est de plus en plus dans notre tête, on se coupe de notre souffle et on respire en fait avec une respiration de survie, c'est-à-dire qu'on ne fait juste que travailler la partie haute de nos poumons. Ce qui fait que l'on oublie toute la partie diaphragme, également au niveau de l'abdomen, donc l'énergie liée à notre 3e chakra, à notre affirmation, à ce qui permet aussi de se mettre en route, j'ai envie de dire, dans la vie pour impulser des projets, les mettre en place, les mettre en œuvre, trouver l'énergie nécessaire pour puiser dans ses ressources. Quand on a une respiration qui est juste superficielle, on ne permet pas à cette énergie de vraiment s'ancrer à l'intérieur de nous pour impulser cette énergie dans notre vie. Et généralement, quand des débutants arrivent dans les cours et que je leur demande d'inspirer, vous pouvez même faire l'expérience chez vous. Si je vous demande de prendre une profonde inspiration, généralement les gens au début, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent le ventre et ils ont les narines qui se serrent. Alors, c'est très difficile d'emmagasiner de l'air si on rentre le ventre vers l'arrière et qu'en plus on resserre ses narines, c'est compliqué. Donc, au contraire, le cycle naturel de la respiration, c'est que lorsque l'on inspire, on prend de l'oxygène, on se remplit de prana, d'air, et donc on laisse rentrer ce souffle dans l'abdomen. Donc, logiquement, le ventre se remplit. Donc, quand vous inspirez, vous devez sentir vraiment votre ventre, votre nombril qui pousse vers l'avant. Et vous ouvrez grand les narines, c'est important. Les narines, c'est comme des capteurs, et plus vous allez les ouvrir, plus vous allez pouvoir augmenter la capacité de l'air que vous allez emmagasiner. Et plus vous allez faire rentrer de l'air dans l'abdomen, plus ça va permettre ensuite au souffle de venir remplir la totalité de vos poumons. Pas seulement le haut des poumons, mais la partie basse, sous les basses côtes, justement, la partie médiane, et ensuite la partie sous les clavicules. Donc ça, c'est vraiment la base, quelque part, c'est peut-être quand vous sentez que vous n'êtes plus connecté à votre respiration ou que vous avez tendance à respirer en inversé, de prendre quelques minutes tous les jours en ayant vos mains posées sur le ventre pour bien ressentir et de faire quelques respirations longues et profondes où vous sentez que quand vous inspirez, vous remplissez le ventre, ce qui permet à votre diaphragme de se relâcher, de faire vraiment son rôle de piston, parce que généralement, on l'utilise juste un tout petit peu, alors qu'il a vraiment une grande capacité. Et ça évite également d'avoir toute la partie du plexus solaire où on a tout le stress, l'anxiété qui vient se stocker, qui reste figé, bloqué, et parfois on peut même sentir des crampes, des nœuds qui nous empêchent de respirer.
Donc, plus vous allez apprendre à respirer longuement, profondément et surtout à faire descendre l'air dans le ventre, plus vous allez permettre à toute la partie sous la cage thoracique, au niveau du plexus solaire, de se dégager, de se libérer. Et du coup, on respire mieux, mais sur plusieurs plans également. Et donc, en Kundalini Yoga, on a 3 types de respiration, on va dire les plus fréquentes, celles qu'on utilise le plus régulièrement dans les cours. Donc c'est celles-là que je vais vous inviter à expérimenter ce soir, tout en vous les expliquant. Donc il y a la respiration longue et profonde, qui est une respiration qui permet vraiment de se recentrer, de quelque part faire le vide au niveau de sa psyché et de redescendre dans son souffle pour apaiser l'énergie. Donc c'est une respiration qui permet de se poser et de se recentrer à l'intérieur de soi sans se laisser quelque part accaparer par les vibrations, les énergies extérieures qui nous déstabilisent et nous décentrent. Donc, on peut commencer par un exercice tout simple où je vous invite donc à fermer les yeux, à poser vos mains sur votre ventre et vous allez respirer uniquement par votre nez. Car lorsque vous respirez par le nez, vous prenez le temps d'aller au bout de votre inspiration et au bout de votre expiration. Et donc, quand vous allez inspirer, vous allez visualiser le trajet de l'air dans vos poumons et vous laissez descendre ce souffle jusque dans votre nombril. Sentez votre ventre qui pousse sous vos mains et sentez vos côtes qui s'ouvrent pour remplir le bas des poumons, puis le haut des poumons. Prenez le temps d'inspirer profondément. Et lorsque vous expirez, vous visualisez le trajet inverse. Vous videz d'abord l'air dans la partie haute des poumons, dans la partie médiane de vos poumons, dans le bas de vos poumons. Vous videz totalement l'air dans les poumons. Puis vous allez rentrer le nombril vers la colonne vertébrale pour expulser totalement l'air contenu dans l'abdomen. Prenez le temps de répéter ce cycle plusieurs fois. Restez présent dans votre souffle. Dans cet état, vous conscientisez votre respiration. Et vous pouvez essayer d'équilibrer votre inspiration et votre expiration pour qu'elles soient de même durée. Et dans ce souffle, prenez conscience que vous inspirez l'énergie vitale, le prana, et que vous expirez l'énergie d'élimination, apana, et vous créez un équilibre intérieur. Puis vous pouvez réouvrir les yeux et naturellement, vous allez vous sentir plus détendu, plus calme, plus à l'écoute. En quelques secondes, les effets de cette respiration se font ressentir. Ensuite, pardon ? Si vous avez des sensations et que vous désirez nous faire les retours sur le chat, allez-y. Je t'en prie, Liselotte. Donc ensuite, il y a la respiration puissante. Donc la respiration puissante, on va l'aborder mais sans plus parce que c'est vraiment une respiration qui accompagne les postures, qui se fait en fait en mouvement et qui est à l'opposé de la respiration longue et profonde de ce que je viens de vous expliquer. Puisque dans cette respiration, on ne s'occupe pas justement de faire rentrer le souffle vraiment dans le ventre. On essaie d'emmagasiner en fait le maximum de prana, donc d'énergie vitale pour nous aider dans les postures, en peu de temps. Donc en fait, l'air n'a pas le temps de descendre dans le ventre, il va directement dans les poumons. Et comme je disais donc dans
une émission précédente, on ne respire que par le nez. Donc, dans cette respiration, à nouveau, on ouvre grand les narines pour laisser rentrer l'air et généralement, elle accompagne un mouvement. Quel mouvement je pourrais vous donner? Il peut y avoir un mouvement où on a la main gauche sur le coude droit et la main droite sur le coude gauche. Et par exemple, on va monter les bras au-dessus de la tête, on va inspirer. On va ramener les bras à l'horizontale, on va expirer, mais toujours par le nez. C'est bien, Aline se prête à l'expérience. On voit qu'elle a l'habitude. Donc voilà, cette respiration, elle permet vraiment d'aider dans les postures. Elle permet d'impulser un mouvement et donc après, on peut l'utiliser pour toute activité physique, pour se donner de l'entrain, de l'élan dans un mouvement. Ensuite, respiration essentielle, respiration spécifique au Kundalini Yoga, la respiration du feu. Donc, la respiration du feu, elle porte bien son nom puisque c'est une respiration qui ravive sa flamme intérieure, notamment au niveau du 3e chakra, donc du hara, du nombril. C'est une respiration dynamique qui demande une certaine technique. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux de l'expérimenter dans le cadre d'une séance, d'un cours. Mais je vais essayer quand même de vous l'expliquer au mieux pour que vous puissiez au moins ressentir les effets de cette respiration qui a d'énormes bénéfices et qui aide également dans les postures. Dès qu'on va respirer de façon dynamique, ça va aider dans les postures notamment de tension qui travaillent sur le système nerveux pour traverser, pour aller puiser dans ses ressources et essayer de quelque part briser les barrières de notre mental qui pourraient nous faire lâcher les postures alors que notre corps, lui, pourrait tenir plus longtemps. Donc c'est une respiration qui est comme une ressource dans la pratique. Donc cette respiration, elle est purement abdominale. Là, on oublie la partie des poumons. La cage thoracique reste totalement détendue, relâchée. Et vous allez avoir juste votre abdomen qui va en fait faire un mouvement d'avant en arrière. Alors peut-être que je vais me lever juste pour vous montrer le mouvement du ventre qui, en fait, quand vous inspirez, comme on l'a vu pour la respiration longue et profonde, votre abdomen va pousser vers l'avant. Ça, c'est quand vous inspirez que vous vous remplissez d'air. Quand vous expirez, le ventre rentre. Inspire, le ventre pousse vers l'avant, il se remplit d'air. Expire, le ventre rentre. Donc ça, c'est important de ne pas inverser. Donc on inspire, c'est toujours le nombril qui pousse vers l'avant. On expire, le nombril est tiré vers la colonne vertébrale. Donc vous allez mettre vos mains sur le ventre. Et dans cette respiration, vous allez visualiser le souffle qui va rentrer par vos narines et qui directement va descendre puissamment dans votre nombril. Et veillez donc à ne pas inverser. Toujours vous inspirez, vous vous remplissez. Donc toujours l'abdomen pousse vers l'avant. Expire, vous expulsez l'air. Donc le ventre rentre naturellement vers l'intérieur. Et toujours vos narines sont bien ouvertes, elles agissent comme des capteurs et vous permettent vraiment de faire rentrer l'air puissamment. Et puis au fur et à mesure, quand vous allez acquérir plus de pratique, de technique, vous allez pouvoir accélérer le rythme. Et à ce moment-là, dans cette respiration, il n'y a plus de pause en fait entre l'inspire et l'expire. C'est une respiration qui va être en continu. Voilà. Et donc après, ça peut durer un certain temps, mais ça demande quand même déjà de s'initier en la faisant de façon pas trop rapide pour bien doser l'inspire et l'expire, pour qu'il soit de même intensité et de même durée. Parce que sinon, on pouvait avoir tendance à surventiler, donc à avoir un petit peu la tête qui tourne. Et l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans un équilibre sur l'inspire et l'expire. Même durée, même intensité. Et cette respiration, Yogi Bhajan l'a pratiquée 20 minutes par jour.
Moi, je conseille de la pratiquer déjà 3 fois 3 minutes dans la journée quand on ne fait pas de Kundalini Yoga régulièrement. C'est déjà bien et c'est une respiration qui vraiment met de la vie à l'intérieur de soi, mais en même temps libère l'énergie de notre troisième chakra. Elle est vraiment très 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 bénéfique. C'est-à-dire qu'elle permet de libérer également les toxines qui peuvent être contenues dans les poumons, dans le sang. Elle permet de réoxygéner notre cerveau. Donc des moments où par exemple on est sur notre lieu de travail, on sent qu'on sature, on fait ne serait-ce qu'une minute de respiration du feu. Déjà, ça nous remet dans notre axe, dans un entrain qui nous permet de reprendre notre activité sereinement. On est sujet à un agacement, un énervement, on peut transmuter cette énergie pour quelque part switcher et revenir dans notre axe, voilà, dans notre verticalité. Mais je vais quand même vous donner vraiment les effets qu'elle peut procurer, cette respiration du feu. Donc comme je disais, elle libère les toxines, mais également les dépôts qui peuvent se stocker dans les poumons, au niveau des muqueuses, des vaisseaux sanguins. Elle augmente la capacité pulmonaire, ainsi que la force vitale. Elle renforce donc la résistance du système nerveux face au stress. Elle accroît l'endurance physique et vous prépare à agir efficacement. Donc, c'est vraiment ce qu'on expérimente dans le Kundalini Yoga. Elle ajuste également le champ électromagnétique subtil de l'aura. De façon en fait à charger le sang en énergie. Et donc, elle réduit également les impulsions de dépendance envers les drogues ou la cigarette ou la mauvaise nourriture. C'est vraiment un outil qui permet de tenir bon quand on est dans des difficultés. Donc, vous pouvez l'expérimenter. La seule chose, c'est que c'est une respiration qui fait remonter l'énergie. Donc, bien entendu, à ne pas pratiquer le soir avant le coucher parce qu'elle vous empêchera sûrement de dormir. Donc, dans les cours de yoga qui ont lieu le soir, on la pratique, mais il s'ensuit ensuite une phase de relaxation et de méditation qui permet à cette énergie de redescendre. Donc, si vous devez essayer de la pratiquer, je vous invite à le faire plutôt tôt le matin, en fin de matinée et en début d'après-midi. Voilà, peut-être pas juste après manger, vu qu'elle fait beaucoup travailler le ventre, mais au sortir de la petite sieste, si vous faites une sieste après le repas. Voilà, donc la respiration du feu, c'est une clé dans la pratique du Kundalini Yoga. Et elle demande effectivement à être pratiquée pour être intégrée à l'intérieur de soi. C'est sûr que, comme je le disais, il est préférable d'expérimenter au travers d'un cours pour ensuite pouvoir l'expérimenter chez soi. Donc ça, c'est pour donc les spécificités des 3 respirations que l'on retrouve le plus souvent. Après, on utilise également des respirations inversées, où en fait on va respirer par une seule narine, où en fait donc chaque narine est reliée à un hémisphère cérébral. Donc on va agir sur la partie gauche ou la partie droite de notre cerveau. Donc l'hémisphère gauche, lui, est relié donc à la partie droite de notre corps et l'hémisphère droit, lui, est relié à la partie gauche de notre corps. Et donc ces 2 hémisphères cérébraux se rejoignent, on va dire, au niveau de notre 3e chakra. C'est pour ça que souvent on porte l'attention en ce centre dès que l'on médite. C'est le mental neutre. Voilà, c'est le point. Le point 0, je vais dire, voilà, vraiment du mental. Donc, ce qui permet vraiment de se centrer. Et sans que l'on s'en rende compte, naturellement, on va respirer plus d'une narine que de l'autre. Et ça peut varier en fonction dans quel état on est. Voilà, de ce que l'on traverse dans sa vie, dans quelle humeur on se trouve. Et sans s'en rendre compte, on va inspirer plus d'air par une narine, expirer plus d'air par une narine.
Donc moi, je vous invite à expérimenter. Donc on va commencer en fait par boucher la narine droite avec le pouce de la main droite. Et vous allez garder vos autres doigts, vu qu'on l'avait abordé dans la précédente émission. Ils agissent comme des antennes, donc vous allez garder les doigts bien ouverts, bien écartés vers le haut. Et vous allez donc boucher avec le pouce la narine droite. Puis vous allez fermer vos yeux. La bouche également est fermée et vous allez inspirer longuement, profondément, uniquement par votre narine gauche. Puis vous expirez longuement, profondément, à nouveau par votre narine gauche. Dans cette respiration, à nouveau, ressentez le souffle qui descend à l'intérieur de vous. Laissez-le descendre jusque dans votre abdomen, remplir vos poumons. Quand vous expirez, prenez le temps de vider l'air dans l'abdomen, d'expirer l'air de vos poumons totalement. Et lorsque vous respirez par votre narine gauche, vous faites appel à l'énergie lunaire, l'énergie qui calme, qui développe votre sensibilité, votre intuition, votre réceptivité, votre empathie et votre esprit de synthèse. Puis vous allez inspirer profondément, toujours par la narine gauche. Et expirer. Et vous allez alterner, cette fois avec le pouce de la main gauche. Vous allez donc boucher la narine gauche et respirer uniquement par votre narine droite. Vous gardez les yeux fermés, les doigts toujours dirigés en antenne, écartés. Et vous reprenez une respiration longue et profonde, uniquement par la narine droite. Et dans ce souffle, allez bien au bout de votre inspiration et au bout de votre expiration. Et par la narine droite, vous faites appel à l'énergie solaire qui amène plus de vigueur, de vivacité, de volonté, également de mise en action dans votre quotidien, dans vos projets. C'est aussi une respiration qui active la concentration. Puis vous allez inspirer profondément, toujours par une seule narine. Expirez. Vous pouvez relâcher le pouce et délicatement ouvrir vos yeux. Et naturellement, vous devez sentir un état intérieur, voilà, qui permet d'équilibrer, voilà, de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Et vous voyez, ça ne nécessite pas des heures de respiration, il suffit de quelques minutes. C'est un temps pour soi quelque part. Le fait de reconnecter avec son souffle, c'est prendre un temps pour soi et on en retire les bénéfices quasiment instantanément, en ayant toutes les ressources à l'intérieur de soi. Et il y a également d'autres techniques que l'on utilise qui sont donc les rétentions d'air qu'on utilise généralement en fin de posture, car c'est une respiration qui permet de canaliser l'énergie. Et
souvent, ça peut mettre en difficulté parce que le fait de quelque part bloquer le souffle volontairement, ça peut nous remettre aussi face au trauma de la naissance, ou que quand on arrive au monde, la première inspiration est difficile et on a l'impression de suffoquer. Le fait de rester généralement, c'est poumons vides qui posent le plus de résistance. Ça peut également inconsciemment ramener à ça. Et pourtant, ces rétentions, c'est important. Alors bien sûr, on va pas retenir son souffle pendant 2 minutes. L'objectif, c'est de ne pas faire une syncope. C'est juste quelques secondes après les postures et d'apprendre à retenir son souffle sans être justement dans une forme de panique intérieure ou de pression intérieure. Quelque part, on apprend après à apprécier ces rétentions d'air qui permettent de mieux sentir où se dirige l'énergie dans notre corps, comme je le disais, soit pendant une posture, soit à la fin d'une posture. Et là aussi, ça ne va pas être les mêmes effets si on va donc retenir notre souffle en ayant les poumons pleins ou en ayant les poumons vides. Par exemple, quand vous allez inspirer et que vous allez bloquer le souffle en étant poumon plein, ça va être une respiration, une rétention qui va permettre en fait d'élever la pression sanguine et qui va renforcer le système nerveux. Au contraire, si vous expirez totalement, vous videz totalement l'air dans les poumons et vous restez poumon vide sans inspirer, à ce moment-là, vous faites baisser la pression sanguine. Vous relaxez la circulation sanguine et vous apprenez en fait à vous calmer profondément. Voilà, plus on la maîtrise, plus on trouve en fait un sentiment de paix intérieure vraiment profond dans cette rétention. Et donc, au travers de ces rétentions, généralement, on les accompagne donc de bandhas. Bandhas, qui est donc le deuxième thème de l'émission. Et effectivement, ces rétentions, elles arrivent en fin de posture et les bandhas, bon, pas tous, mais il y a quelques fermetures que l'on utilise également à la fin des postures puisqu'elles permettent de cristalliser l'énergie dans son corps, mais également dans le champ magnétique. Donc les bandhas, en fait, donc c'est des fermetures que l'on applique à certains endroits du corps. Alors, excuse-moi de te couper. Oui. On a déjà pas mal de questions sur la respiration, donc est-ce qu'on peut déjà les traiter avant de passer aux bandhas? Oui, on peut. Faire les traiter après. Non, mais si y a pas de, oui, on peut les traiter. Ok. Aline, je te laisse la première. Alors la première, c'est toi tu l'as, moi je l'ai pas, donc j'ai pas. Alors la respiration du feu est-elle la même chose que Kapalabhati? Kapalabhati, je ne vois pas ce que c'est. Je ne vois pas dans quelle pratique ou quelle technique est utilisée cette respiration. La respiration du feu, c'est vraiment la respiration du feu, donc je ne pense pas que ce soit tout à fait la même chose. Après, je ne vois pas ce que c'est Kapalabhati. Ok. Donc, peut-être plus de précision, Nathalie. Ensuite, on a Laurence qui nous demande: est-ce que tu as une technique pour apprendre à respirer par le nez aux enfants? Justement, alors après, il y a des enfants qui respirent naturellement par le ventre. Après, il y en a d'autres effectivement qui ne le font plus. Moi, ce que je préconise, c'est de les faire respirer allongés, avec les mains sur le ventre, pour qu'ils puissent vraiment ressentir, parce que en étant allongés, ils vont mieux sentir. Ils s'allongent, ils posent leurs mains sur leur nombril, et puis ils inspirent profondément. On sentant vraiment le ventre qui se soulève, les mains qui du coup se soulèvent, et quand ils expirent, ils ressentent le nombril qui rentre, les mains qui rentrent également en direction de la colonne vertébrale. Et c'est bien de les faire respirer comme ça, soit avant le coucher, dans des moments où ils sont plutôt calmes. Voilà, parce que après les enfants, ils sont quand même bien connectés à leur énergie. Donc si c'est un moment où ils sont actifs, mais s'ils sont un petit peu fatigués, ou c'est le bon moment pour, sous forme un petit peu de relaxation, les faire respirer comme ça par le nez. Par contre, la respiration du feu, non, je la conseille pas pour des enfants, parce que ils sont déjà en contact avec leur énergie. Donc oui, respirer par le nez longuement, profondément, mais
Voilà. Il y a Laurence qui explique que Ah non. Kapalabhati. Alors ça s'écrit Kapalabhati. Kapalabhati, respiration du ventre en forçant l'expire. Et non. Non, en fait, non, parce que dans la respiration du feu, comme je disais, c'est vraiment la même intensité sur l'inspire et sur l'expire. Par contre, il y a des gens qui arrivent mieux à commencer cette respiration en commençant par l'expire. Ils vont d'abord expirer, vider le ventre, et puis en inspirant, ça va aider à pousser en fait ensuite le nombril vers l'avant. Ils vont commencer par l'expire, puis ils vont inspirer vers l'avant. Mais plus on la maîtrise, moins elle se fait en force en fait. On ne force pas, c'est une impulsion en fait. Et plus on la maîtrise, et plus en fait après elle devient rapide et également subtile. Ça demande moins d'efforts. Mais on est vraiment sur un équilibre de l'inspire et de l'expire. Ouais. Donc non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ce que dit Nathalie. En fait, Nathalie, alors il y a 2 écritures différentes de cette respiration. Nathalie dit est une respiration de yoga où l'inspire est normal, l'expire est puissante. Ouais, est puissante, effet locomotive. Ouais. Pas du tout identique. Non, pas du tout identique. Pardon, excusez-moi, mais il y a Rosine qui dit j'étouffe. Oui, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui se passe Je pense qu'elle veut aller trop vite. D'accord. C'est souvent comme ça dans la vie. Voilà, il faut accepter au début de démarrer lentement et justement pour bien la maîtriser, rien ne sert d'aller trop vite. Déjà de bien doser l'inspire, l'expire tranquillement, d'apprendre justement à les enchaîner de façon égale et dans le bon sens, hein, sans inverser. Et ensuite ça se fera naturellement. Mais c'est voilà, il faut pas forcer en fait. C'est pas dans la volonté, c'est pas dans le il faut faire. Quand on va trop vite, par expérience, je le sais, puisqu'en cours, Liselotte a son rythme et nous, inconsciemment, on essaye de suivre son rythme. On a la respiration qui est désynchronisée du ventre, en fait. À un moment donné, on a le ventre qui part tout seul et la respiration qui n'est pas du tout synchro avec le ventre. Donc, on est obligé de redescendre et de reprendre un rythme plus lent parce que, en fait, on se désynchronise respiration et ventre, en fait. Ouais. On se laisse embarquer par le rythme des autres et du coup, ça demande à bien se centrer sur son souffle à soi. Mais c'est très symbolique, effectivement, de ce qui peut se passer dans la société ou dans le quotidien. Hein. Donc, c'est une bonne expérience, ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une qui vient d'arriver. Marilyn, donc bonsoir Marilyn, nous dit, est-ce la même pratique de respiration que le Hatha Yoga? Non. Non, je ne pense pas que ce soit la même chose. Après, moi, je ne suis pas une experte du Hatha Yoga, donc je ne peux pas parler au nom du Hatha Yoga. Mais je ne pense pas parce qu'il y a vraiment dans la respiration du feu en Kundalini une volonté de stimuler l'énergie du 3e chakra, de libérer en fait la puissance qui souvent est ce potentiel qui est souvent un peu endormi. On va vraiment essayer de le réveiller, de l'impulser dans le triangle supérieur pour le réveiller, débloquer cette énergie. Et je pense pas que dans le Hatha ce soit l'objectif, en tout cas par le biais d'une respiration dynamique. La respiration du feu est vraiment spécifique au Kundalini. Quand tu dis 3e chakra, tu veux dire chakra du 3e œil ou réellement le 3e chakra? Non. 3e chakra, c'est juste au-dessus du nombril. Oui, c'est voilà. ça. À 1 ou 2 pouces au-dessus du nombril. Voilà, le centre d'identité. Voilà. Voilà, c'est pas la personnalité, c'est vraiment l'identité. C'est voilà, son essence, sa vérité. Et souvent, il est un peu, ce 3e chakra, il est un peu défaillant entre guillemets, quoi. Donc cette respiration, elle permet de restaurer une énergie qui va permettre ensuite à ce potentiel de se réveiller, de se révéler. Okay. Il y a Laurence qui rajoute quelque chose sur la respiration apparemment du feu que tu pratiques, enfin que nous pratiquons en Kundalini Yoga. Elle dit les Indiens conseillent de se lever du même pied que la narine active. Ah, ça c'est quand on faisait, d'accord, celle-là. Ah oui, d'accord. Alors, je reprends. De lever
De se lever du même pied que la narine active au réveil pour une super connexion à la Terre. Ah ouais, c'est intéressant. Franchement, je pense que ça doit être juste, hein, parce que ah ouais, c'est intéressant. À expérimenter. À expérimenter, parce que bon, tout est lié, hein, donc c'est vrai. Hein. Tout à fait. Alors, est-ce que je continue sur les bandas? Oui. Donc les bandas. Donc les bandas, là également, il va y avoir des mots en sanskrit qui vont peut-être vous paraître un petit peu compliqués. Donc comme je vous disais, c'est des fermetures qui permettent de verrouiller, mais dans le bon sens, l'énergie. Donc pour éviter que l'énergie, ça arrive, hein, qu'il y ait des fuites dans le corps, on va permettre à cette énergie de circuler tel un moteur en fait à l'intérieur de soi. Et on retrouve également 3 fermetures, donc les plus courantes, on va dire, en Kundalini. Il y a donc la Jalandhar Bandha, qui est la fermeture du cou. Donc c'est une fermeture très légère. Hein. À chaque fois, c'est comme la respiration. C'est des fermetures où on ne force pas. C'est pas dans la volonté. C'est juste une prise de conscience de la position de son corps qui va permettre à l'énergie de mieux circuler. Donc en Kundalini, comme dans beaucoup de yoga quand même, on part du principe que tout se base autour de l'axe de la colonne vertébrale. Et donc, on va orienter notre corps et nos fermetures dans le sens de faire monter l'énergie le long de l'axe de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Donc, cette fermeture, donc la Jalandhar Bandha, consiste en fait à étirer l'arrière du cou. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il y a un fil transparent qui nous tire du sommet du crâne jusqu'au plafond. Donc en fait, on étire donc l'arrière au niveau des cervicales en reculant légèrement le menton. Mais en fait, on laisse pas partir la tête en avant, la tête elle reste en place, c'est juste un léger mouvement. Et là, en fait, vous avez une légère fermeture qui permet de verrouiller l'énergie qui est générée dans la zone supérieure du tronc cérébral. Ensuite, il y a donc la fermeture Uddiyana Bandha, qui est la fermeture du diaphragme. Donc là également, plus vous allez être conscient de votre souffle, plus cette fermeture, elle va être aisée. Et à nouveau, elle ne se fait pas en force. Comme la respiration du feu, je vous conseille de la pratiquer plutôt l'estomac vide et également sur une expiration en ayant les poumons en fait complètement vides. En fait, vous allez rentrer la partie du dessus du nombril, donc toute la partie qui est entre les côtes et le nombril. Vous allez rentrer cette partie de l'abdomen vers la colonne vertébrale et vers le haut, comme si en fait vous cherchiez à faire monter cette partie de votre corps derrière les côtes. Donc on soulève également la poitrine vers le haut, mais c'est assez léger. Et en fait, ça permet de masser les intestins, mais aussi le muscle cardiaque. Et ça stimule en fait le processus de nettoyage dans le corps. Donc c'est au niveau de la posture, c'est assez léger en fait, hein, mais ça permet déjà de plus se redresser en étant assis, parce que la plupart du temps, donc on les pratique assis ces fermetures. Donc c'est la fermeture du diaphragme. Après, souvent, ça peut se faire aussi naturellement dans les postures quand on est en connexion avec le souffle, sans forcément le mentaliser et se dire ah il faut que je fasse comme ci, comme ça. Au fur et à mesure, le corps il prend des mécanismes et quand on s'installe en position généralement assis, jambes croisées sur son coussin, on va automatiquement se redresser dans son axe et prendre la bonne posture. Après, celle que l'on pratique le plus souvent en cours également, c'est donc le Mula Bandha, donc qui est la fermeture de la racine, et c'est la fermeture donc la plus complexe des 3.
Donc, je prends en début d'année vraiment le temps d'expliquer parce qu'à nouveau, on pourrait avoir tendance à vouloir le faire en force, alors que c'est des fermetures effectivement qui sont puissantes au niveau de la montée de l'énergie dans le corps, mais qui vont s'effectuer de façon subtile. Et elles permettent aussi de muscler des muscles internes qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités, mais qui pourtant peuvent éviter les descentes d'organes, notamment, des problèmes même, de cystite. Vraiment, on stimule tous les organes en fait inférieurs dans cette fermeture. En fait, elle permet de coordonner les énergies qui sont contenues dans le rectum, dans les organes sexuels et au niveau du centre du nombril. Après, voilà, en énergie Kundalini, on utilise aussi l'énergie sexuelle comme une énergie de potentiel en fait énergétique pour conscientiser cette énergie et l'utiliser comme énergie créatrice et pas seulement énergie sexuelle. Et donc, cette fermeture-là, elle permet en fait de convertir l'excès d'énergie sexuelle en créativité et en guérison pour l'organisme. Elle corrige également, s'il y a un manque de vitalité sexuelle, elle va agir aussi dans le sens inverse. Ce sera en fonction des besoins de chaque individu. Et donc, elle permet de cristalliser les effets d'une posture. Donc, comment on la pratique ? On la pratique donc en contractant ces 3 zones, c'est-à-dire qu'on va contracter les sphincters de l'anus vers le haut et l'intérieur. On contracte donc la zone autour des organes génitaux. Donc on fait une rotation vers le haut et l'intérieur de l'os pubien, comme lorsqu'on se retient en fait de faire pipi. Voilà, c'est comme quand on se retient de faire pipi. Donc ça permet également de muscler le périnée, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Parce que beaucoup d'hommes ignorent qu'ils ont un périnée, mais oui. Donc justement, ça peut éviter les problèmes d'incontinence. Donc ces fermetures-là vraiment permettent de préserver aussi son corps de tous ces effets, on va dire, liés après à la vieillesse. Donc on ralentit ces effets-là avec ces fermetures. Donc on contracte donc les sphincters de l'anus, toutes les parties autour des organes génitaux, ainsi que donc le périnée, et on tire les muscles du bas de l'abdomen cette fois et du centre du nombril vers la colonne vertébrale. Donc on rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale et en même temps, moi j'invite toujours les gens à visualiser l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale. Et donc ça permet de mieux ressentir parce qu'au début, on n'a peut-être pas forcément conscience, on ne connaît pas très bien son corps, donc on fait, mais on n'est pas sûr de bien faire. Donc c'est important aussi de se faire confiance, mais c'est vraiment au niveau d'une contraction légère et d'une intention vraiment d'aspirer en fait l'énergie des 3 premiers chakras, donc au niveau des sphincters de l'anus, des organes génitaux et de l'abdomen, vers l'arrière et vers le haut du corps. Et là, on permet justement à l'énergie contenue dans les 3 premiers chakras de remonter dans des centres énergétiques plus subtils et plus conscients. Et cette fermeture-là, donc le Mula Bandha, qu'on appelle également le Mul Bandh, parfois on raccourcit aussi un petit peu les noms dans les cours, elle permet donc de stimuler la circulation du liquide céphalorachidien et elle amorce le processus de transformation de l'énergie brute en énergie subtile consciente. Donc c'est vraiment important ce type de fermeture. C'est vraiment des outils pour transmuter notre énergie. Voilà, autant la respiration, elle transmute l'énergie, mais on va dire plus les émotions. Mais ces bandhas-là travaillent vraiment sur l'énergie du corps et sur des muscles profonds qu'il est important aussi de stimuler, puis d'apprendre aussi à utiliser. Voilà. Et donc, j'en viens à la 4e fermeture, qui est donc le Mahabandha, qui est en fait la grande fermeture. C'est la fermeture des 3 fermetures que l'on vient d'aborder, des 3 bandhas, en simultané. C'est-à-dire que l'on va donc contracter les 3 premiers chakras, donc le Mula Bandha,
sphincter de l'anus, organes génitaux, abdomen. On va également donc contracter, donc effectuer la fermeture au niveau du diaphragme. Donc on fait remonter, on va dire la cage thoracique vers le haut. Et puis on va effectuer donc la fermeture du cou en rentrant légèrement le menton. Et on canalise en fait donc ces 3 fermetures dans la fermeture Mahabandha, qui est la grande fermeture. Et là, dans cette posture, l'organisme est en état de guérison parfait. Ça permet de renforcer son système immunitaire et par exemple de limiter la pression artérielle. Quand on est dans cette canalisation de l'énergie, eh bien on peut vraiment trouver des ressources qui renforcent tout le système immunitaire du corps. Donc on œuvre pour sa guérison. Donc c'est des choses simples, mais qui demandent d'être pratiquées pour être maîtrisées. Et surtout subtil. Voilà, c'est en douceur, c'est en respectant son corps, mais ça vous apprend aussi à utiliser des outils en vous-même, des ressources en vous-même, pour pouvoir canaliser soit des défaillances physiques, soit des états émotionnels trop forts ou qui vous submergent. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport aux bandas. Bien, je vais J'en ai pas vu. Non, d'accord. Pas encore. Pas encore. Alors après, ça peut être des noms un petit peu compliqués, mais on les retrouve, c'est quand même bien expliqué sur Internet, même avec des schémas qui permettent de mieux se rendre compte de quel muscle, quel organe peut être sollicité, voilà, avec cette fermeture. Donc parfois, en voyant des images, ça permet de mieux le ressentir aussi après dans son corps. très bien. Parce que là, j'allais donc en venir à la 3e partie, mais qui est différente des 2 sujets précédents. En tout cas, c'est assez passionnant. Ah oui, oui. On se dit, tu cumules les postures, la respiration, les mudras, les mantras, les fermetures. Mais tu décolles, c'est pas possible. Tu te dis, oh, ça donne envie. Hein. Moi, je répète ce que j'ai déjà dit, mais là, fou. C'est vrai qu'après, on n'est pas enfin après, donc c'est justement en parlant de la pratique de la sadhana que lorsque l'on pratique tous les jours, on n'est jamais fatigué vraiment, quoi. On se régénère très très vite, on n'a pas besoin de dormir beaucoup, à condition de se coucher avant minuit, hein, parce que c'est toujours les heures avant minuit les plus récupératrices, mais voilà. Donc bon, s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne alors sur la pratique de la sadhana. Ouais. Qui, bon là, on rentre aussi dans un sujet vaste et passionnant. Je dirais que la sadhana, en fait, c'est une pratique matinale du Kundalini Yoga. Car déjà, le Kundalini Yoga en soi, c'est un yoga qui se pratique plutôt le matin. Parce que dès que vous allez le pratiquer le matin, ça va égayer votre journée. Vous n'allez pas vivre votre journée sur la même fréquence, sur la même vibration, et quelque part, ce sera pas, vous n'allez pas induire les mêmes situations ou les mêmes événements dans votre vie. Donc c'est vrai qu'on donne des cours le soir parce que c'est le rythme de vie actuel fait que les gens sont plutôt disponibles le soir après le travail. Mais parfois, c'est un petit peu dommage parce que ça coupe un petit peu dans l'élan du cours. Après, on rentre chez soi, on va se coucher et on n'expérimente pas forcément le fait de vivre sa journée après la pratique. Et donc la sadhana, donc comme je disais, c'est une pratique matinale que moi je donne donc une fois par mois gratuitement, hein, parce que c'est un don, la sadhana. C'est comme si c'était un partage. D'ailleurs, c'est un espace où l'enseignant de Kundalini Yoga peut aussi un petit peu pratiquer en même temps. Donc on n'est pas dans un cours où il va y avoir beaucoup d'explications, de paroles. La sadhana, elle se pratique en fait dès le matin au réveil.
Donc il y a un rituel qui consiste en fait déjà à rester en silence parce qu'on va préserver l'état de veille entre la veille et le sommeil, où quelque part le subconscient est encore actif. Donc moins on va parler, plus on va rester intériorisé, plus on va préserver cet état, et quelque part dans la pratique de la sadhana, on va travailler sur le nettoyage de ce subconscient. Donc la sadhana en fait consiste à se lever avant le lever du soleil. Généralement c'est entre 5h et 5h30 du matin, en fonction des saisons, de se lever, de boire un grand verre d'eau, mais pas de thé, pas de café, pas d'excitant en fait, juste de l'eau, tiède ou froide comme vous voulez, ou tempérée, et puis d'aller prendre une douche. Et il est conseillé donc de prendre une douche froide. Parce que dès que vous allez prendre une douche froide, vous allez peut-être avoir froid au début sur le moment, et là également ça demande aussi de l'habitude, parce qu'après on y prend goût à cette douche froide. Quand on sort d'une douche froide, on est déjà dans une autre énergie que si on prend une douche chaude qui quelque part fait un petit peu redescendre l'énergie. Dès qu'on prend sa douche froide le matin, et notamment en prenant un grand coup de jet sur la colonne vertébrale, ça réveille et en fait ça réchauffe. Dès qu'on sort de la douche, on a une chaleur qui remonte dans le corps et qui réveille déjà le corps. Donc déjà cette douche, elle fait partie du processus de la sadhana, elle réveille l'énergie, et en fait c'est important de se laver après la nuit parce que voilà, on laisse aussi l'énergie de la nuit s'évacuer sous l'eau de la douche. Et donc ensuite on part à sa sadhana en silence. Et donc sans prendre de petit déjeuner, parce que comme on rentre dans la pratique, on peut vite avoir la nausée si on commence à manger, etc. avant le yoga, c'est pas bon, et on va se nourrir justement du prana, on va se nourrir du souffle, donc ça demande pour certains un petit effort de pas manger dès le réveil, mais après ils apprécient d'autant plus leur petit déjeuner à 8h une fois qu'ils ont terminé de pratiquer la sadhana. Donc nous, en tant qu'enseignants de Kundalini Yoga, on se doit de la pratiquer le plus régulièrement possible, donc c'est-à-dire tous les matins. Voilà, et c'est quelque part le secret d'une bonne énergie, quand je dis bonne énergie, c'est-à-dire une énergie qui est présente, qui est active en soi, et puis qui va rayonner aussi autour de soi. Je dirais que le secret, c'est la pratique de la sadhana, c'est le fait de se lever tous les matins. En même temps que le lever du soleil, enfin avant, le but c'est de pratiquer en même temps que le jour se lève et de terminer au moment où le jour se lève. Et donc voilà, la sadhana, c'est une philosophie de vie, c'est pas juste une pratique physique, et c'est vraiment très bénéfique. Donc sadhana, ça signifie en fait une pratique d'autodiscipline. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas en force, c'est quelque chose qui se décide. Donc au début ça demande un engagement, mais on ne le fait pas parce qu'on doit le faire. C'est parfois les gens commencent avec un cycle par exemple de 40 jours. Ils se disent pendant 40 jours, je me lève 1 heure plus tôt et je vais faire une pratique de yoga, parce que les gens peuvent pratiquer chez eux le Kundalini Yoga. Et moi, je les invite à l'expérimenter au moins une fois. Et ce qui se passe, c'est que le cycle de 40 jours permet vraiment de ressentir les bienfaits. Et quand on tient 40 jours, parfois on est tenté donc de continuer en fait. Parce que dès que l'on arrête, on ressent le manque. Vraiment le manque. Les journées sont vraiment différentes. Et donc je disais ça, oui, parce que certaines personnes, pareil, veulent commencer en faisant 1 heure le matin intensive, alors que non, on peut très bien commencer en faisant que 5 postures le matin, voilà, sans forcément faire 1 heure dès le début. Il vaut mieux faire peu et prendre l'habitude de s'octroyer ce temps-là tous les matins et travailler, certes, peut-être qu'une demi-heure sur son énergie, mais il vaut mieux ça tous les jours plutôt que 1 heure à fond une fois par semaine.
Et donc la sadhana, c'est le même principe qu'un cours. On commence donc avec le Om Namo avant de commencer. S'ensuit un mantra qui est le mantra de protection, qui est le mantra Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Siriguru Devename, que l'on répète comme le Om Namo 3 fois. C'est le mantra de protection pour la journée. On envoie aussi de l'énergie de protection envers soi-même et autour de soi. Ensuite, il y a donc un kriya, un enchaînement de postures, avec moins d'explications que dans un cours. Donc c'est pour ça que moi je conseille aux gens d'avoir déjà fait un cours de Kundalini Yoga, au moins un, avant de venir à une sadhana, pour avoir déjà les bases, notamment au niveau de la respiration, des bandhas, etc. Ensuite, il y a une phase de relaxation, mais relaxation qui va être silencieuse. On préserve cet état de silence et après ça devient vraiment un plaisir aussi, ces phases de calme et où c'est paisible et on est dans une société où il y a du bruit tout le temps, toujours, comme si le silence pouvait faire peur. Et là, c'est vraiment un temps de silence, mais d'apaisement. Et ensuite, on va pratiquer Adi Shakti, qui est donc une méditation clé en Kundalini Yoga qui travaille sur les 7 centres énergétiques, qui est donc accompagnée du mantra Ekonkar Satnam Siri Waheguru. Et cette méditation, moi c'est la méditation que j'incite à pratiquer tous les matins, puisqu'elle fait vraiment monter l'énergie dans son corps et en même temps je trouve qu'elle met vraiment en joie. Voilà, moi pour l'expérimenter, je trouve qu'elle permet à notre conscience d'avoir un angle de vue beaucoup plus large, mais surtout beaucoup plus positif par rapport à ce qui nous arrive. Et elle attire aussi le positif à soi. Et au-delà de ça, après ça demande une technique, parce qu'on fait durer les sons. Elle nous apprend aussi à poser notre voix et donc notre souffle, parce que la voix c'est pareil, la voix dans une méditation, on va la chercher dans le ventre comme notre respiration, et elle permet de poser sa voix. Et sur plein de plans, c'est important aussi de trouver sa voix et de la laisser s'exprimer. Donc déjà quand on arrive à le faire avec sa voix VOIX, c'est bien. Et généralement, s'ensuit une deuxième méditation. Donc, ça dure toujours un petit peu plus longtemps, donc un cours traditionnel. Une méditation sur le cœur où là, tout le monde chante ensemble un mantra, soit avec un support musical, soit à la guitare. Et en fait, à la fin de la sadhana, il y a vraiment un lien qui s'est créé dans le groupe. Donc, c'est une pratique qui va travailler sur le nettoyage du subconscient, comme je disais, mais aussi l'éveil de la conscience. Et quand on pratique en groupe, on va stimuler aussi cette conscience de groupe, cette conscience collective. Et c'est vrai qu'après la sadhana, les gens vont échanger sur un autre plan, sur une autre ils vont être dans une autre ouverture, sur une autre fréquence. Et ça, c'est assez flagrant. Et donc, il est dit que donc le fait de consacrer 1/10 de chaque jour, donc à sa plus haute conscience, parce que c'est un rendez-vous avec soi-même. La sadhana, c'est le matin, c'est un pacte avec soi-même. C'est on se rencontre, on se met en contact avec son potentiel chaque matin. Donc le fait de consacrer 1/10 de chaque jour à sa plus haute conscience, votre journée entière sera couverte de cette énergie en retour. Donc quelque part, cet effort entre guillemets, cet engagement, après il vous est rendu en 10 fois plus. Donc pratiquer au lever du soleil, c'est important, parce que si vous le faites à un autre moment, ce n'est plus une sadhana. Et parce que à ce moment-là, l'angle du soleil par rapport à la Terre est très favorable à la méditation. Et il y a aussi beaucoup de prana dans ces heures où le jour se lève, donc d'énergie vitale dans l'air. Au moment où le jour se lève, le prana est très important. Et les rythmes du corps sont mieux adaptés en fait pour soutenir le nettoyage physique que pendant le reste de la journée.
voilà, on a plus d'énergie, on l'emmagasine vraiment de façon plus bénéfique. Et comme je le disais, on purifie son subconscient entre état de sommeil et de veille. Voilà, donc la sadhana, ça s'expérimente. D'ailleurs, je ne sais pas si tu seras parmi nous demain, Aline. Nous la faisons sur la plage demain. On en profite d'être à côté de la mer pour pratiquer la sadhana sur la plage en même temps que le jour se lève. Demain, je travaille. Bon, Satnam. On commence à 6 heures. Hein. Je sais, j'ai l'habitude maintenant. À chaque fois, tu essayes. Tu te dis, allez. J'y viendrai un jour, j'y viendrai. Voilà, donc ouais. Mais vraiment, les gens en ressentent les bénéfices parce que justement, les sadhanas, maintenant, ça fait 3 ans que je les propose une fois par mois et j'ai toujours de plus en plus de monde qui participe. Donc les gens viennent et puis ils voient qu'en fait, même tout le week-end est dans une énergie différente. Donc s'ils reviennent, c'est que ça fonctionne. Très bien. Voilà. On regarde s'il y a des questions. Oui. Non. Non. Il n'y a pas de questions, c'est que tu as été très très clair. Après, comme je dis, c'est toujours mieux d'expérimenter. Hein. Ça passe par l'expérimentation, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir un petit peu plus approfondir tout ça, quoi. Ouais. Il y a Laurence qui dit c'est pas évident à expliquer, bravo à toi. Et elle rajoute nous avons tous les outils dans notre corps, c'est extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Tout est en nous. Nous avons tous les outils, pardon, c'est pas tous. Nous avons tous les outils dans notre corps, c'est extraordinaire. Donc, pas de questions. Donc là, c'est que. Peut-être que Didier a des questions, hein, je sais qu'il. Pas pour l'instant. Je me disais juste que la sadhana, c'est ce dont vous aviez parlé la dernière fois en off. Oui. Et j'ai entendu qu'il fallait avoir au moins eu un cours de yoga Kundalini avant d'y aller. C'est ce que je conseille. Après, moi, quand des gens sont motivés pour se lever à 5h30 du matin et venir pratiquer, Satnam. Je vais pas leur dire, non, vous n'êtes pas venu au cours. Rentrez chez vous. Non, après je le dis parce que on n'est jamais à l'abri que quelqu'un se blesse parce qu'il prend mal une posture, ou comme je donne moins d'explications, ou si je pratique à ce moment-là, chose que je ne fais pas dans les cours, je vais peut-être moins m'apercevoir de tout ça. Et comme on préserve le silence, en fait, je peux pas. Je peux pas. J'évite de trop parler pour préserver ça, mais. Est-ce que par exemple, toi Didier, tu te sentirais, si tu étais à côté, de te lever plus tôt pour expérimenter au moins une fois? Comment te dire? Je suis levé facilement à 3h ou 4h du matin, donc me lever à 5h30, c'est pas un problème. Ah parfait. Je commence à se savoir d'ailleurs. Parfois, je traite mes mails à ces heures-là. D'accord. Donc oui, non, il n'y a pas de souci. Au contraire. Oui, parce qu'en Inde, ils font des sadhanas effectivement de 3 heures, donc ils se lèvent à 4h du matin. Bon, c'est vraiment. Mais moi, ce que j'explique, c'est que le fait de se lever, pour certains, peut-être 1 heure plus tôt que d'habitude, ce qu'ils emmagasinent en énergie, c'est comme s'ils avaient dormi 2 heures de plus, mais d'un sommeil ultra récupérateur. Donc après, ce que l'on déconseille, c'est d'aller se coucher directement après avoir pratiqué. Mais rien n'empêche après d'aller faire une petite sieste en début d'après-midi si on est un peu fatigué, mais vraiment ça fait remonter l'énergie, quoi. Non, mais ça a l'air très intéressant, ça donne envie. Moi je vote pour toi. Merci. Je t'en prie. Déjà, rien que les cours, si j'ai le malheur de traîner, je traite mes mails ou quoi après un cours de yoga, si je traîne, après je peux plus dormir. Je dans le lit, je fais la crêpe en fait. Et oui, l'énergie remonte après. Remonte après et je ne peux plus dormir. Donc j'imagine une sadhana, tu vois, où tu es
C'est bien spécifique à ça. Mm. Déjà, comme je suis pas une grande calme. Donc, du coup, voilà. Et tu en as déjà fait une ou pas, Aline? Pas encore, non. Non, pas encore, d'accord. Alors, là, on a des retours. Françoise qui dit oui, rien ne vaut la pratique. Ah oui, toujours le même problème. Marilyn qui dit malheureusement peu d'endroits pour pratiquer l'islotte. Et ouais. Françoise qui rajoute vos explications sont vraiment sans vrai Sans vraiment. Voilà. Pardon? Je rassemble mes neurones et je reviens. Donc, Françoise qui dit vos explications sans vrai cours, c'est super. Ah, bah, c'est gentil ça. Merci. Il faut y aller, Didier. On a un billet de train, Françoise. Oui. Et Laurence. Laurence. Oui, tu vas adorer. Non, a priori, il y a un cours pas trop loin de chez moi, mais sans commentaire. Et ouais, après c'est comme tout, hein, c'est vraiment, il faut sentir. C'est des pratiques, faut faire, enfin voilà, faut être vigilant à son intuition, à son ressenti, à son feeling, et voilà, c'est vraiment, c'est trouver le lieu, la personne qui nous correspond. Ouais, c'est surtout la personne en fait, hein, parce que je me rappelle au début, le tout premier lieu où je suis venue la première fois, comment dire, un courage. Et pourtant, ça m'a plu. Donc, c'est vraiment une question de personne, je pense. Et ça fait tout. Parce que c'est vrai que le lieu, comment te dire, c'était compliqué pour moi. Mais par contre, voilà, ça m'a plu. J'ai re-signé, donc c'est que, tu vois, c'est vraiment une question de personne. Comment elle va amener le cours, son approche humaine aussi, parce que c'est important. Ouais, non, je pense que c'était vraiment une question de prof, en fait. Oui, oui. Puis bon, moi quelque part, je parle du Kundalini Yoga, mais au travers voilà, de mon énergie, de mon expérience. Mais quelqu'un, voilà, on parlera, enfin quelqu'un d'autre, un autre enseignant, en parlerait différemment aussi. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai qu'une brève expérience sur un autre prof. C'était un homme. Voilà, j'ai pas accroché. Alors, peut-être que je suis trop formatée l'ISOT, tu vois, aussi, maintenant. Voilà, après, c'est des questions d'énergie, hein. Comme il y en a, il viendra à mes cours, bah voilà, peut-être ça leur correspondrait pas non plus. Ça, Heureusement que voilà, il en faut pour tous les goûts et que on est tous différents. sinon, on se jetterait tous sur la même prof. Donc si un jour vous avez l'opportunité d'aller tester une sadhana, ne soyez pas surpris, on pratique toujours les fenêtres ouvertes, hein. Donc même en plein hiver, hein. Voilà. Ok. Justement, le prana, il faut aller le chercher dehors, hein. Donc même si on pratique en salle, voilà. Pendant la pratique, en fait, on tombe pas malade comme on travaille sur son énergie. On va pas s'enrhumer pendant qu'on pratique le Kundalini Yoga au petit matin, même s'il fait -6 ou -10. Voilà, après pour la relaxation, la méditation, on ferme, mais voilà, on tombe pas malade, hein, on travaille sur son système immunitaire, donc on est immunisé quoi, hein, dans ces moments-là. Ok. Voilà. Là, tu viens de refroidir Didier, qui aime bien. Pas du Lui, tout. tous les deux, on aime bien la Ah oui, ça c'est clair. Froid, c'est pas mon ami. C'est certain. Est-ce l'ami de quelqu'un? Oui, peut-être. Sûrement. Il y a des gens qui aiment vraiment le froid, quoi. Ils ne supportent pas la chaleur. Oui. Ok. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, les amis, on va clôturer. Non, il n'y a pas de questions. Non, 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 non. Non, pas de questions. Very well.
Donc, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée et on se dit à la semaine prochaine. Bonne nuit. Merci donc à Liselotte pour toutes ces informations. Et puis, bonne nuit à chacune d'entre vous. Et effectivement, à la semaine prochaine. À très bientôt. Bien, bonne nuit, belle soirée à tous et puis merci pour votre écoute. Un grand Satnam. Bonne nuit. Ciao, ciao.